D'abord, je reviens sur le titre que je vous propose, un peu abscon, qui s'appelle Raisons vacillantes, ressources et ressorts du paradigme en architecture. Alors, pour le dire franchement, pour moi qui suis un simple historien, mes souvenirs de la philosophie et de toutes ces questions de la raison sont très très lointains. Raison, pour moi, c'est un océan sémantique dans lequel je ne sais pas très bien comment pêcher. Mais il se trouve qu'au moment où, très sympathiquement, Karim Basbous m'a proposé d'intervenir, c'était l'été dernier, sur une île méditerranéenne, en train de ranger ma bibliothèque, dont un ouvrage que je me suis mis à feuilleter, que j'avais lu il y a bien bien longtemps, l'ouvrage de Thomas Kuhn, La structure des révolutions scientifiques, qui date de 1962. Donc, de façon tout à fait opportune, j'ai fait cette proposition de présenter cette problématique à partir du concept de paradigme. Le paradigme, comme on sait, c'est un concept qui est fondateur et agissant dans le texte de Kuhn, et je fais écho, enfin cela fait également écho à un travail qui date un petit peu, qui est un livre très intéressant d'une sociologue historienne de l'art qui s'appelle Nathalie Heinisch, qui utilise ce terme de paradigme, notamment pour un livre qui s'appelle Le paradigme de l'art contemporain, structure d'une révolution artistique. Donc, si vous voulez, je démarre cette réflexion sur ce terme et sur ce thème. Alors, la discipline, je parle d'architecture, au moins depuis Alberti, invoque nécessairement ces règles, ces ordres, ces normes. Donc, on suppose que l'architecture savante, en tout cas, organise ses concepts et ses préceptes selon des valeurs gouvernées par des principes éminemment rationnels. Cette raison dominante, si je puis dire, porte sans doute plusieurs noms, mais au moins un, celui de proportion, domine et conduit la pensée de l'art jusqu'au XVIIIe siècle. C'est sa raison immanente, pour ainsi dire, la dimension de la proportion. Alors, je représente cela sous la forme d'un triangle, ce que j'appellerais le paradigme vitruvien, 3 pôles, 3 liens, le tout fait un, assuré par la réciprocité et la, relation entre ces éléments. Alors, cette affaire de paradigme, firmitas, utilitas, venustas, c'est dans le texte référent de Vitruve, 3 lignes à peine. 3 lignes à peine, mais qui ont été 100 fois, 1000 fois commentées, interprétées. Donc voici le paradigme vitruvien, la raison même de l'architecture, pour ainsi dire, pour le dire rapidement, entre le XVIe siècle et le XVIIIe siècle, partagée par une communauté professionnelle et intellectuelle, pour ainsi dire, les architectes. Alors c'est important de préciser que les architectes, donc Kuhn, l'auteur de traité de la structure des révolutions scientifiques, insiste sur la dimension d'adhésion. Adhésion, c'est-à-dire, c'est le ciment du paradigme en question, tout comme son liant conceptuel, la proportion. On adhère, la communauté professionnelle des architectes adhère à cette idée et puis travaille dans cet esprit. Alors, que se passe-t-il ? Il y a un moment dans l'histoire occidentale de l'architecture où le paradigme subit des tremblements qui l'affectent durablement. L'assurance proportionnelle est mise à mal ici et là. La matrice explicative et opérationnelle de l'architecture a des ratés, pour ainsi dire. La théorie, entre guillemets, paraît se déliter. Plusieurs événements concourent
à cette perturbation du socle. Alors, j'illustre ça de façon un peu simplificatrice, pour ne pas dire simplette. Je ne suis pas très fort en manipulation graphique d'ordinateur, mais enfin, vous voyez l'idée. Tout saute. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Il y a, on peut citer sur chacun des pôles du paradigme un certain nombre d'événements qui concourent à cette dislocation, pour ainsi dire, du socle. Venustas, la parution en 1750 de l'Esthética de Baumgarten, qui, de la sensibilité artistique, voudrait faire une science. Citons également la parution d'un ouvrage important comme celui de David Julien Leroy, Les ruines des plus beaux monuments de la Grèce, où, par exemple, l'unité de l'ordre ionique est contredite sur le terrain archéologique. Je renvoie à un livre de Frédéric Pouzin, tout à fait passionnant, sur le commentaire de ce livre de David Julien Leroy. Firmitas, en bas, la mathématisation du savoir constructif, la formulation de lois, entre guillemets, dans la construction, de Bélidor à Coulon, à Navier, une expression mathématique de la résistance des matériaux. Je renvoie aussi aux premiers travaux d'Antoine Picon, l'ingénieur et architecte au siècle des Lumières. Et puis, sur le troisième pôle, utilitas, une certaine forme de rationalisation dans l'expression des besoins, entre guillemets, spectaculairement illustrés par les planches fameuses de Jacques-Nicolas Louis Durand dans ses précis de leçons d'architecture données à l'école polytechnique. Et là, référence aussi majeure, Werner Zambien sur l'œuvre de Durand. Donc, si vous voulez, cette crise de la proportion au profit d'une nouvelle rationalité est assez bien illustrée, par exemple, dans le domaine de la construction des ponts. Quand la tradition préconise de dimensionner les piles du pont, vous voyez l'exemple sur la gauche, le pont Neuf de 1578 de Ducerceau, donc préconise de dimensionner les piles au 1/6 de l'ouverture de l'arc, l'anse de panier. Jean-Rodolphe Perronnet, sur la droite, ingénieur fameux du XVIIIe siècle, le créateur de l'école des ponts et chaussées, pour ainsi dire, renverse l'équation et, au contraire, préconise d'amincir les piles pour faciliter, pour opposer le minimum de résistance à la force des flots, avec cette invention de l'arche tendue qui est ici représentée avec le pont de Neuilly, 1772, et le pont de la Concorde. D'ailleurs, si vous marchez sur les quais de la Seine, arrêtez-vous une seconde sous le pont de la Concorde, l'ancien pont Louis XVI. D'abord, pas seulement parce qu'il est construit avec les pierres de la Bastille au moment où elle a été démolie, mais aussi parce que vous verrez que les piles du pont sont constituées en partie de colonnes, c'est-à-dire le minimal système pour opposer le moins de résistance au flot. Alors, j'aimerais, sur ce changement de rationalité, cette nouvelle raison constructive, évoquer le Panthéon, ancienne église Sainte-Geneviève, qui constitue un exemple tout à fait remarquable sur les trois dimensions paradigmatiques du système vitruvien. L'édifice traverse les turbulences révolutionnaires qui en feront le symbole même de ce changement de paradigme. Sur les trois pôles, je disais un instant, changement de programme, où, comme vous le savez, en 1794, la Convention décide de consacrer cette ancienne église au Panthéon des grands hommes, donc changement de programme, où, pour ainsi dire, Marianne remplace Geneviève. Sur cette histoire du fronton, c'est tout à fait passionnant. Je regrette que personne n'ait encore vraiment beaucoup écrit là-dessus, parce que vous avez 4 ou 5 sculpteurs ou ateliers de sculpture qui se succèdent pour modifier, adapter en quelque sorte le programme iconographique aux nouvelles fonctionnalités du bâtiment. Manifeste d'une expression spatiale également nouvelle,
quand, c'est bien connu, Soufflot rêve d'accorder splendeur antique et légèreté gothique. J'ai mis cette illustration ce dessin de Charles de Vailly qui est tout à fait intéressante parce qu'au moment où il décrit, enfin, c'est encore l'église est tout lumière, toute ouverture, alors que sa transformation en Panthéon va impliquer au contraire de fermer les fenêtres, d'épaissir les murs, d'en faire un caveau. Donc on est vraiment sur un changement de programme complètement symétrique et inverse, pour ainsi dire. Et expression constructive, donc, où s'affirme la fonction qu'on appellerait aujourd'hui tectonique, avec notamment le principe des colonnes isolées, la nudité des parois, etc., etc., ce qu'on appelle aujourd'hui le néoclassicisme, si vous voulez. Alors, sur ce point particulièrement de la firmitas, en 1768, Pierre Pat, élève puis disciple de Blondel, fait paraître un pamphlet dénonçant les risques d'effondrement de la coupole sur la foi d'une aberration proportionnelle. Si vous voulez, Pat, à cette époque, c'est un lanceur d'alerte. Il dit, attention, les 4 piles, les pieds droits, vous voyez sur la photo à gauche, soutenant l'imposante coupole du projet, sont au 1/10 du diamètre de la coupole, quand la tradition constructive, encore, réclamerait entre le 6e ou le quart du diamètre, Saint-Pierre de Rome, par exemple, ou Saint-Paul de Londres, auquel on peut comparer cette église. Donc, sur la firmitas, l'édifice traverse pas seulement les polémiques. En 1796, le bâtiment tout juste achevé, des fissures alarmantes se manifestent sur l'un des pieds droits du bâtiment. Alors, cet épisode est aujourd'hui bien documenté. Notamment, je renvoie à un texte de Jacques Guilherme, qui, dans un catalogue dont le nom m'échappe tout de suite, mais illustre et raconte de façon très intéressante cette polémique sur le support de la coupole et qui raconte parfaitement les vicissitudes que connaît ce bâtiment et la profession. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bénézec, en 1796, convoque différents experts architectes, experts ingénieurs, experts mathématiciens, pour confronter leurs opinions et voir ce qu'il convient de faire. Alors, on ne sait plus très bien, dans leur compte-rendu, si vous voulez, de leur analyse de ce problème, qui, de la pierre ou de la géométrie, assure la solidité. Et dans ce cadre-là, notamment sous la plume de Rondelet, qui est le constructeur sous les ordres de Soufflot, puis le responsable de ce chantier, énonce des notions comme celle de force, absente des traités antérieurs, de résistance, de stabilité. D'ailleurs, c'est lui qui préconise de construire ce genre d'appareil pour tester la résistance à la compression des pierres. Donc, vous voyez, sur le domaine de la firmitas, comment les choses se transforment radicalement. Donc, la crise du paradigme vitruvien s'inscrit dans un changement notable au niveau social, politique, culturel, je dirais même géopolitique, même, comme on dirait aujourd'hui, il faut intégrer effectivement la question des voyages, des explorations, de l'archéologie naissante, découverte de Paestum, de Pompéi, et puis des publications de plus en plus nombreuses. On explore le monde occidental de l'architecture. Et c'est là que le livre de Leroy sur les plus beaux monuments de la Grèce a l'effet d'une petite bombe auprès de l'Académie, parce qu'il démontre que le système préconisé par la théorie, le paradigme, le principe vitruvien est tout à fait différent d'une région à l'autre. L'ordre ionique n'est pas unique, au contraire, il connaît beaucoup de manifestations. Donc, le corpus des connaissances en matière d'architecture passe progressivement du traité au récit
des voyages et des planches qui les illustrent. Du système qui structure le traité à la collection que révèle cette littérature nouvelle. Le temple grec, par exemple, quitte son statut d'archétype absolu au profit d'une simple position dans le théâtre de l'évolution architecturale. Sumer, Akkad, Babylone rejoignent Athènes, Rome. Donc vous voyez au niveau de cette révolution paradigmatique ou cette transformation, comment les choses se passent. Donc nouvelle, je dirais, séquence, le 19e siècle, nouvelle raison, l'histoire. Épisode également connu, l'historicisme, l'éclectisme. Nouveau paradigme qui suscitera l'adhésion de toute la profession. L'adhésion, encore une fois, c'est ce qui ordonne et ce qui lie les éléments de ce paradigme dont parle Kuhn. L'attrait qu'offre bientôt l'architecture dite gothique s'inscrit dans cette dynamique. L'Europe naissante des nations y puise une part de sa raison identitaire. Pour le dire simplement, le paradigme historique se substitue au paradigme théorique, entre guillemets, du traité d'architecture. Les théories de l'architecture sont désormais des histoires de l'architecture. Schinkel, Zemper, Viollet-le-Duc, Choisy formulent les nouveaux algorithmes de la création. Le paradigme historique fonctionne de manière autonome. Si vous voulez, les Venustas, Utilitas, Firmitas, les trois grâces vitruviennes mènent leur danse selon leur propre tempo. Le préfixe néo devient une marque de fabrique. Et vous voyez, j'ai pris l'exemple, après l'incendie du Parlement de Londres en 1834, la ville met au concours un nouveau projet qui aligne 97 propositions, autant de néo-gothique, néo-antique, néo-classique. Alors, celui qui gagne, c'est le Shaftesbury, qui va construire ce fameux monument de Londres, mais il est intéressant de voir que dans beaucoup de domaines, dans ce domaine particulièrement, les propositions sont très très ouvertes. Et à certains égards, je dirais que le romantisme médiéval pénètre les agences d'architecture comme Ivanhoé pénètre la littérature. L'histoire est un formidable incubateur d'idées, d'images, de symboles. Alors tout cela dure à peu près un siècle. Siècle des révolutions industrielles, techniques, politiques. Tout cela agite, je dirais, le shaker social qui, de crise en révolution, fait l'histoire. Une partition s'écrit que le décorum des institutions ne suffit plus à contenir. On n'aspire plus au style, au paraître, l'historicisme, l'éclectisme, mais à la vérité. Déjà, Schinkel exprimait qu'un bâtiment doit ressembler à sa construction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne plus copier, mais créer. Nouveaux matériaux, nouveaux programmes, je rajouterais nouveaux riches, la société est complètement différente dans sa structure économique. Parenthèse européenne courte mais inventive, on reconnaît les productions de ce qu'on appelle l'art nouveau, guidées par William Morris, inspirés par la nature, les architectes inventent enfin un art nouveau. Alors les images que vous voyez, vous avez l'Autriche, l'Italie, Liberty, Jugendstil, Modernismo à Barcelone, en Espagne, et en Belgique et en France, Horta, Guimard, etc. Mais cette parenthèse ne va pas durer très longtemps. Cet art, je dirais, est sophistiqué, individuel, il coûte cher. La Première Guerre mondiale précipite les aspirations précieuses des artistes de cette époque. Bientôt, le moderne se substituera au nouveau. Le thème de la vérité, de l'authenticité sont la nouvelle morale de l'architecture, mais ils prennent d'autres habits. L'industrie, comme on sait, gagne contre l'artisanat. Les nouveaux matériaux, encore nouveaux, bouleversent la donne.
comme un mantra au sortir de la Première Guerre mondiale, construire avec un point d'exclamation, c'est le titre d'un article de Gropius de 1933, je crois, sonne comme un performatif, c'est un ordre. Voilà le moderne, nouveau paradigme. Moderne, ça veut dire quoi? Étymologiquement, ce qui est actuel. Le présent, un présent en acte. C'est notre histoire récente, encore immédiate pour beaucoup d'entre nous. Le Corbusier, Gropius, Ginsburg, Gideon nous prennent par la main dans leurs textes très performatifs, très engageants. Ils nous disent « emparons-nous du présent ». Vous voyez ? Alors combien de chefs-d'œuvre et combien de ratages également architecturaux et urbains. Nous baignons encore dans cette ère, dans ce paradigme. On construit pour habiter. Le projet, n'est-ce pas, est en prise directe sur la société et ses besoins. Il n'est plus ni un abri, ni un décor. Son programme est universel et immatériel. Air, espace, lumière. Son support est en béton armé, en métal, en verre. Son site n'est plus un terrain à bâtir, mais la ville, le paysage. Paradigme moderne, paradigme vitruvien, antique, paradigme historique, paradigme moderne. Pourtant, comme on le sait, une nouvelle inquiétude traverse les esprits, dans la société comme chez les architectes. Vous voyez, quand j'enseignais encore à Genève, comme beaucoup dans cette assistance peut-être, je sentais bien qu'un cours sur le néoplasticisme hollandais endormait les amphithéâtres. Alors que prononcer des mots comme climat, filière bois, recyclage, biorégionalisme, etc., faisait dresser les oreilles. Voilà bien les nouveaux défis. Le nouveau paradigme, entre guillemets, écologique, qui déjà suscite une certaine adhésion. Sur ce registre, j'aimerais évoquer, vous allez comprendre comment et pourquoi, le cas spectaculaire de la catastrophe du pont de Gênes, l'écroulement du pont Morandi, le pauvre, qui s'est fait connaître du monde entier à cause de cette catastrophe, le 14 août 2018. Toutes les expertises, d'ailleurs encore en cours, ont incriminé le système structurel développé par l'ingénieur. Vous voyez sur la photo à droite. Ces hauts pylônes de 90 mètres, sorte de mixte de structures aubanées et de structures suspendues. Dans ce cas, si vous voulez, c'est un peu la géométrie qui tient l'ensemble. Morandi est allé jusque sur les antennes de la télévision, de la RAI, pour expliquer le système qu'il a utilisé d'abord au Venezuela sur la lagune de Maracaibo, et puis de façon très spectaculaire, comme on sait, sur l'entrée de Gênes à partir des 1960-65. Alors, dans ce cas, je disais, c'est un peu la géométrie encore qui tient l'ensemble, aidée notamment par la précontrainte et un certain optimisme technologique typique des années 60 en Italie. Or, l'effondrement n'a pas encore révélé tous ses secrets, toutes ses raisons. Ce qui est notable, c'est que les expertises ont essentiellement porté sur la dimension structurelle en termes de pathologie. Alors, il faut rappeler une chose, c'est qu'en termes de pathologie des ouvrages, ce n'est pas un cours de construction que rassurez-vous, mais en termes de pathologie des ouvrages, on peut distinguer deux modalités mécaniques en acte dans l'écroulement d'un édifice ou d'une construction. La mécanique de la rupture, vous voyez, qui regarde essentiellement les articulations du système et qui renvoie à leur conception statique. À quoi il faut opposer ou associer la mécanique de la fracture, qui regarde plutôt dans l'épaisseur des organes sur la constitution matérielle. Pensez au squelette. La rupture, c'est au niveau des articulations, ça craque. La fracture, c'est que vous cassez un os, et puis c'est l'intimité substantielle de l'os
qui est en cause. Alors, je ne vais pas développer, mais je tire cette idée d'une lecture très, très féconde relative à la restauration de la coupole de Santa Maria del Fiore de Florence, où l'auteur, alors je ne sais plus si c'est Salvatore di Pasquale ou Fanelli, évoque cette distinction qui est très très éclairante pour comprendre tous les désordres, qui affectent le bâtiment. Alors, où est-ce que je veux en venir? Il y a pourtant, alors vous voyez, il y a pourtant une autre dimension que je qualifierais d'écologique, qui, à ma connaissance, n'a jamais vraiment été prise en compte. Alors, je m'appuie pour dire ça sur un court rapport, enfin 2 pages, que m'avait envoyé l'architecte marseillais Éric Guerrier, je tiens à le citer, juste après la parution de mon livre sur l'effondrement du pont de Gênes, et dans lequel il postule une origine possible de l'accident au niveau non pas des ruptures ici ou là, mais au niveau du sol, du sous-sol. Le temps long de l'usure, la fatigue. Alors, je ne vais pas être long, je vais arriver bientôt vers la fin. Et il faut se mettre en situation, si je puis dire, géographique. Le fleuve torrent de la Polcevera, qui est traversé par le pont Morandi, entre autres, il y a des lignes de chemin de fer, il y a des habitations, il y a des terrains vagues, il y a toutes sortes de choses. C'est un long ruban de 1,5 km qui survole toute cette région urbaine. Alors, le fleuve torrent en question, canalisé et endigué entre 1849 et 1853, a modifié en profondeur son régime hydrogéologique. Vous voyez, j'ai trouvé cette carte, enfin cet extrait, ce détail d'une carte de Gênes et ses environs de 1747 et qui montre bien comment serpente le fleuve en question dans son état d'origine. Alors quand il est canalisé, d'ailleurs la photo le montre, hein, il est endigué en quelque sorte derrière des gros murs en béton armé, eh bien le régime propre hydrogéologique du fleuve est modifié. Et cette affaire-là, ça fait 150 ans que ça dure. Donc on peut s'interroger effectivement sur les causes, une des causes possibles de l'accident. La pile numéro 9, celle qui s'effondre, qui verse d'ailleurs vers le torrent, hein, comme si son pied était affaibli en quelque sorte, eh bien, est fondée sur des marnes rapportées constitutives du talweg du fleuve. Alors, d'autres phénomènes du même ordre peuvent expliquer l'érosion lente des fondations de l'ouvrage. Donc c'est un phénomène possible d'affouillement, je vous ai mis cette incrustation, pour expliquer, qui pourrait expliquer la défaillance du système structurel dans son entier. Ou, si vous voulez, pour rejoindre le propos, pour boucler le propos, le paradigme écologique, dans ce cas précis, encore sujet à polémique, prend, à mon avis, toute sa place. Alors, je vais achever cette description avec, évidemment, sujet à débat, mais pour l'église de Soufflot, comme pour le pont de Morandi, je dirais colosse au pied d'argile dans les 2 cas, on peut dire que cette notion de paradigme, comme matrice explicative, en l'occurrence du pôle de la firmitas vitruvienne, repose sur une sorte de consensus dans la compréhension des phénomènes. Évidemment, tout est relatif. C'est, je dirais, la raison imminente de l'écroulement du pont, avant de en faire une raison immanente, mais c'est une autre histoire. C'est terminé. Merci à vous.